La question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment se fait-il que des personnes que nous avons élues démocratiquement aient des intentions aussi malveillantes vis-à-vis de leur propre population? Quel est le mystère derrière cela? C'est ce que j'éclaire aujourd'hui pour vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 85 de ce lundi 26 avril 2021. Je suis toujours fidèle au poste, toujours fidèle et toujours présent à vos côtés, quelles que soient les circonstances, quelle que soit ma fatigue, quel que soit le côté déprimant parfois de certaines informations qui me parviennent de la part soit d'articles, de bouquins que je lis, mais aussi de témoins qui me font de plus en plus confiance et qui me contactent de façon sécurisée pour me transmettre des informations que vous ne lirez probablement pas directement, en tout cas dans les réseaux sociaux. J'avais préparé toute une conversation du lundi. Vous voyez, j'ai mon script ici. La thématique initiale, c'était pourquoi est-ce que l'élite aurait des intentions malveillantes? Pourquoi est-ce que les personnes que nous élisons ont des intentions malveillantes et des comportements malveillants vis-à-vis de la population qu'il a élue? Et j'avais préparé donc toute une réflexion sur l'illusion de démocratie dans laquelle nous nous trouvons depuis des centaines d'années. D'ailleurs, c'est confirmé par ce petit bouquin que je trouve extrêmement inspirant de Valérie Bugeaud et Jean Rémy, qui s'appelle Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, et qui explique très clairement comment depuis en fait la révolution de 1789, on a commencé à dériver vers un système qui était établi finalement pour favoriser de plus en plus les riches et appauvrir de plus en plus les pas riches qui deviennent de plus en plus pauvres. Et que donc finalement cette révolution de 1789, dont on pense que c'était une révolution du peuple, n'était absolument pas une révolution du peuple. C'était quelque chose qui était téléguidé depuis la City de Londres et où finalement il y a eu une mainmise du droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est au service du respect de la vie, des choses élémentaires qui font notre humanité, ce qu'on appelle en fait le droit continental, et bien que il y a eu une mainmise à partir de 1789 du droit anglo-saxon, de la vision anglo-saxonne sur le droit continental, et que petit à petit, depuis 1789, ça veut dire depuis plus de 2 siècles, on a assisté à un déplacement des protections et des privilèges ou des droits depuis la défense des intérêts privés, la défense en fait des individus. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans mes conversations du lundi, c'est que la seule chose qui peut légitimer l'exercice du pouvoir, c'est que ce pouvoir soit au service des plus faibles, au service des sans-voix, au service de ceux qui ne sont pas dans une position de pouvoir ou de puissance, et que donc la loi, théoriquement, et en tout cas dans l'essence du droit naturel, le droit serait là normalement pour défendre les faibles contre les puissants. Et avec, je dirais, cette mainmise et ce glissement petit à petit du droit continental au droit anglo-saxon, on est arrivé à un système où finalement, de plus en plus, ce sont les riches, et pas seulement les riches, pas seulement les personnes riches, mais ce sont aussi les compagnies commerciales
à qui on a donné, à un moment donné de l'histoire juridique, la notion de personne morale. Alors, je sais que ça ne choque peut-être plus personne aujourd'hui d'entendre parler de personne physique et de personne morale. La personne physique étant donc le citoyen, étant la personne à qui on a donné un statut de citoyen, que l'on peut d'ailleurs aussi remettre en question, puisque finalement, sommes-nous vraiment des citoyens ou sommes-nous des êtres divins à qui on a collé je dirais un qualificatif ou une nature qui est juridique, avec un numéro d'assurance sociale, avec un numéro d'identification qui nous place du coup sous le règne de l'imposition, sous un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'État, etc. Alors que si on nous avait laissé simplement notre statut d'être humain souverain, eh bien, on ne serait pas aujourd'hui obligé de payer nos impôts, on ne serait pas soumis à un certain nombre de lois qui sont de plus en plus iniques et défavorables. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que sinon ça nous emmènerait trop loin. Mais donc, il y a d'un côté la notion de personne physique, mais de l'autre côté, il y a cette notion de personne morale. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'approfondir ce sujet, moi je vous recommande vraiment de regarder ce documentaire qui est absolument fabuleux, qui s'appelle The Corporation, dont je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Et donc dans The Corporation, ça montre très très clairement comment historiquement les sociétés, à partir du moment où on leur a donné le statut de personne morale, on est bien d'accord, eh bien ces sociétés ont commencé à jouir des mêmes droits qui protégeait les personnes physiques, c'est-à-dire les individus, c'est-à-dire les êtres humains. C'est-à-dire qu'on a mis, dans un premier temps, les personnes morales sur le même plan de droit et de liberté que les personnes physiques. Et puis petit à petit, ces personnes morales qui donc se sont trouvées protégées par des lois qui avaient été initiées, qui avaient été conçues au départ pour protéger les faibles contre les puissants. Mais donc, vous comprenez bien que à partir du moment où les sociétés jouissent des mêmes droits que les faibles, eh bien ces sociétés qui sont déjà puissantes, elles vont avoir de plus en plus de pouvoir, évidemment, de plus en plus d'influence sur la société civile et vont influencer au cours des décennies qui ont suivi cette acquisition de statut de personne morale, eh bien, vont influencer de plus en plus le système législatif qui a généré et a engendré de plus en plus de lois qui étaient favorables aux sociétés au détriment des personnes physiques. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, on s'est retrouvé face à des inégalités de plus en plus grandes entre les personnes physiques et les personnes morales. Mais ça ne va pas, ça ne s'arrête pas encore là, puisque à partir de là, toute une série de lois fiscales ont été mises en place qui donnent des avantages fiscaux absolument indéniables aux personnes morales versus les personnes physiques et donnent aussi aux personnes morales la capacité d'être délocalisées et d'échapper, donc, je dirais, à la territorialité. Ça, c'est ce que Valérie Bugeaud explique aussi dans son livre. Alors que les États, et donc pas seulement les individus, mais les États sont coincés dans une notion de territorialité. C'est-à-dire que nous sommes soumis aux lois du pays dans lequel nous sommes domiciliés. Et les pays, eux, n'ont pas la possibilité d'échapper aux lois qu'ils ont eux-mêmes édictées ou qu'on leur a imposé d'édicter pour favoriser les personnes morales. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve aujourd'hui dans un système où il y a de plus en plus de paradis fiscaux évidemment qui profitent à des sociétés multinationales, mais aussi aux propriétaires des sociétés multinationales qui sont devenus des hyper milliardaires
hypermilliardaires qui eux-mêmes échappent à l'impôt en créant des fondations soi-disant humanitaires, quand ce ne sont pas des fondations religieuses. Et je dirais que Bill Gates ou la famille Rockefeller en sont deux excellents exemples ils ont mis toute leur fortune, ils ont donc donné leur fortune à ces fondations, donc du coup ils ont échappé aux impôts des personnes physiques, alors que vous et moi, eh bien, nous sommes contraints à payer des impôts chaque année en tant que personne physique, hein, et ça, on n'y échappe pas. Et ces impôts commencent à peut-être 25-30% et peuvent aller jusqu'à 70-75%. Parce que nous sommes coincés dans une territorialité. Nous ne pouvons pas échapper au pays au territoire sur lequel nous vivons. Mais quand on regarde comment fonctionnent des fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates, ou quand on regarde comment fonctionnent des fondations comme la fondation Rockefeller, mais je pourrais vous en citer des tas d'autres, eh bien toutes ces fondations qui évidemment sont établies dans des paradis fiscaux elles-mêmes, ont des gestionnaires de fonds qui vont placer tout l'argent de la fondation dans des sociétés commerciales, et ces fondations vont faire du profit grâce aux dividendes qui sont rétrocédés à ces fondations de la part de ces sociétés commerciales qui font des bénéfices absolument plantureux, qui ne payent pas d'impôts parce que la plupart d'entre elles ont mis leur siège social dans des paradis fiscaux également, mais ces dividendes qui remontent dans les fondations permettent à ces fondations de s'enrichir de plus en plus, c'est-à-dire d'être de plus en plus profitables, mais toujours en ne payant pas d'impôts. Et c'est cette richesse tout à fait indécente qui permet à ces fondations d'acheter petit à petit le monde politique, le monde scientifique, le monde médiatique, le monde agroalimentaire, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens sont en train d'acheter la planète entière. Et donc, j'avais une conversation avec quelqu'un de mon entourage il y a quelques jours qui me disait « Mais enfin, Jean-Jacques, c'est tout à ton honneur de te battre pour tes convictions, mais je ne peux pas te suivre parce que je ne peux pas croire que des gens pour qui j'ai voté aux dernières élections se retournent contre leur propre population. » Et c'est là que j'ai répondu avec beaucoup de bienveillance, parce que c'était une conversation tout à fait ouverte, bienveillante. Pour une fois, on ne s'envoyait pas des conspirationnistes, des complotistes à la tête. Non, c'était vraiment une conversation très ouverte, très respectueuse, que j'ai beaucoup appréciée. Et donc, j'ai répondu à cette personne qui me disait ça en disant « Mais je ne peux pas imaginer que des personnes pour qui j'ai voté se retournent contre leur propre peuple, se retournent contre la population et des intentions malveillantes vis-à-vis de la population. » Et c'est là que je lui ai dit que ces gens que nous croyons avoir élus, nous ne les avons pas élus. Oui, nous avons été votés aux élections, mais nous ne les avons pas placés là où ils étaient, pour plusieurs raisons. Et il faudrait vraiment que je prenne beaucoup de temps pour développer ce que j'ai à vous développer, mais je vais vous donner le principe de base. Le principe de base, c'est que, tout d'abord, l'ordre dans lequel les candidats vont apparaître sur une liste électorale ne sera jamais le choix de la population, le choix du peuple. En fait, il va y avoir des partis politiques et il va y avoir un chef de parti qui sera tête de liste, et puis il y aura un second de liste, un troisième de liste, etc. Et le système électoral fait que si on vote pour une liste, eh bien, les voix vont dégouliner, si vous voulez, vont ruisseler sur les premiers de la liste, ce qui fait que si vous votez pour une liste, il est
presque certain que la tête de liste va être élue, puis que le deuxième de liste va être élu, puis le troisième de liste, etc. À moins d'avoir vraiment une superstar, mais habituellement les superstars, on les met tout à la fin de la liste parce qu'on sait que eux, rien qu'avec leur voix personnelle, vont obtenir suffisamment de suffrages pour être élus. Alors vous allez me dire, ben oui, mais là donc ça veut dire que nos votes vont compter. Ben non, vos votes ne vont pas compter. Donc d'abord, parce que effectivement, l'ordre dans lequel les candidats sont choisis, ce n'est absolument pas sous votre contrôle. En plus, le choix des candidats n'est absolument pas sous votre contrôle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de critères qui vont faire qu'on va accepter que quelqu'un fasse partie d'une liste ou pas. Et habituellement, le principe d'un parti politique, c'est d'être pérenne, c'est de durer, c'est de pouvoir effectivement être au pouvoir d'une élection à l'autre. Et pour être au pouvoir d'une élection à l'autre, il va falloir qu'on sélectionne des candidats qui vont accepter de jouer la logique et la discipline du parti. On va pas accepter des gens qui potentiellement pourraient retourner leur veste ou dire ben moi je veux rester indépendant et je veux voter en fonction de ma conscience pour chacune des lois qui va être proposée. Ces gens-là, vous n'allez pas les retrouver en ordre utile en tout cas dans des listes électorales et donc dans des partis. Mais ce qui est encore plus pernicieux, et c'est là que je veux en arriver, c'est que j'avais lu un article, je n'ai malheureusement pas retrouvé, qui faisait état des élections présidentielles, des dernières présidentielles aux élections, et qui faisait la démonstration qu'il y avait une proportionnalité stricte entre le budget utilisé par un candidat au présidentiel et le pourcentage de votes qu'ils avaient recueillis. C'est ce qu'on appelle en statistique la loi des grands nombres. Donc ça veut dire que si le candidat Hollande, par exemple, pour citer celui-là, a investi sur la totalité de toutes les dépenses électorales, 40% de toutes les dépenses électorales, tout candidat confondu, eh bien on se rend compte que ce candidat Hollande recueille 40% des voix. Si le candidat Sarkozy n'a consacré que 37% du budget total, eh bien on se rend compte qu'il a à peu près 36-37% des voix recueillies. 40 plus 37, ça fait déjà 77. Imaginons un troisième candidat, je sais pas moi, Marine Le Pen par exemple. Je me souviens plus des chiffres, là, donc je vous donne des chiffres tout à fait fictifs. Mais si Marine Le Pen avait un budget de 15%, eh bien 15%, ça lui a rapporté à peu près 15% des voix. Et si un candidat n'a que 1% du budget, eh bien comme par hasard, il n'a que 1% des voix. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que finalement, grâce à ce qu'on appelle la loi des grands nombres en statistique, ce qui va faire que la population en général va voter pour tel ou tel candidat, ça dépend directement de l'investissement financier qui a été fait par chaque candidat et qui lui a procuré finalement plus de visibilité au niveau de la population en général qu'un autre candidat. Puisque finalement, ça c'est quelque chose de strictement proportionnel. Si vous avez plus de budget, vous serez plus visible parce que vous aurez plus de moyens d'acheter de la publicité et d'être présent dans les médias. Et d'être présent de façon utile. Donc, ça vous montre à quel point la notion des programmes de candidats, on n'en a rien à foutre en fait. On en a mais strictement rien à foutre. C'est juste une question de moyens financiers. J'ai plus de moyens que mes concurrents, eh bien, j'ai la certitude que je vais être élu. C'est aussi bête que ça. Et donc, on nous donne, depuis des dizaines d'années,
l'illusion que nous sommes en démocratie. On nous donne l'illusion que nous choisissons nos dirigeants, alors qu'en réalité, nous sommes un troupeau faisant l'objet d'une grande expérimentation d'ingénierie sociale et qui sait que par la loi des grands nombres, aléatoirement, statistiquement, au moment où vous serez dans l'urne pour pouvoir voter, eh bien, vous allez statistiquement, sur un grand nombre de personnes, voter à 40% pour le candidat qui a dépensé 40% du budget. Vous allez voter pour 15% pour le candidat qui avait 15% de budget publicitaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, ça veut dire, en clair, que nous avons été collectivement manipulés par des moyens de propagande publicitaire. C'est tout. De la même façon que une poudre à lessiver qui a 2 fois plus de budget qu'une autre poudre à lessiver, quelles que soient les qualités intrinsèques de ces 2 poudres à lessiver, eh bien c'est la poudre à lessiver que vous verrez davantage dans les spots publicitaires ou que vous entendrez à la radio ou que vous verrez dans les journaux de presse écrite, eh bien c'est cette poudre à lessiver qui va faire plus de chiffre d'affaires que l'autre poudre à lessiver qui a moins de budget publicitaire. Donc, désolé, mais c'est déjà très très déprimant parce que finalement, les candidats ne sont pas du tout élus en fonction de leur programme électoral. Ils sont juste élus en fonction de leur puissance d'argent. Mais maintenant, c'est là qu'on peut se demander, mais d'où vient cet argent ? Qui finance la campagne électorale ? C'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, ceux qui financent les campagnes électorales, ce sont les sociétés commerciales, ces sociétés qu'on appelle des personnes morales. Ce sont les fondations humanitaires, soi-disant, qui vont donner généreusement à leur candidat préféré de l'argent pour qu'ils puissent financer leur campagne suffisamment et pour qu'ils puissent gagner les élections. Donc, qui a mis en place les gens pour qui vous pensez avoir voté ? Eh bien, ceux qui ont donné de l'argent à ces candidats pour qu'ils puissent investir les millions d'euros ou les millions de dollars dans leur campagne électorale. Et donc, une fois que ces gens sont élus, qui vont-ils servir, à votre avis ? Je pense que la réponse se trouve dans la question. Ils vont servir ceux qui les ont mis en place, c'est-à-dire ceux qui leur ont donné l'argent nécessaire pour pouvoir manipuler la population de telle sorte que un grand nombre de personnes votent pour eux et pour qu'ils obtiennent la place qu'ils briguaient. Et donc, le retour d'ascenseur va se faire vers qui, d'après vous ? Le retour d'ascenseur ne va jamais se faire vis-à-vis du brave peuple qui, de toute façon, a répondu à la loi des grands nombres. Donc, on était complètement dans l'aléatoire. Pour ceux qui ont quelques notions de statistique, vous comprenez très bien à quoi je fais allusion quand je parle de loi des grands nombres. Le retour d'ascenseur va se faire vers le haut, c'est-à-dire vers les sociétés commerciales, vers ces personnes morales qui ont donné de l'argent. Alors, on pourrait se demander, mais sous quels critères ces compagnies commerciales vont donner de l'argent plutôt à tel candidat qu'à tel candidat ? Eh bien là, il faut encore remonter un étage au-dessus des sociétés commerciales et il faut aller chercher vers cette minuscule minorité de gens qui veulent prendre le pouvoir sur la planète, la famille Rothschild, la famille royale d'Angleterre, la famille royale de Hollande aussi, les Rockefeller. Donc, en fait, cette petite minorité, ce qu'on appelle traditionnellement les 13 familles ou les Illuminati, etc., ce sont ces gens-là qui vont dire aux compagnies commerciales, voilà le plan dont vous allez bénéficier. Donc,
on vous demande à vous de financer le candidat que nous avons choisi. Donc finalement, le choix du candidat ne se fait même pas par les compagnies commerciales, mais se fait par cette minuscule minorité de gens qui tirent les ficelles dans l'ombre la plupart du temps, que la plupart du temps on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu. Et j'en veux pour preuve, en termes d'illustration, je dirais, là je m'adresse aux Français parmi vous, si vous pensez avoir élu vos derniers présidents, eh bien détrompez-vous parce que vous n'avez fait que répondre à cette répartition budgétaire dans le budget publicitaire qui a été mis en place parce que on avait décidé qu'en 1981, ce serait Mitterrand qui passerait aux élections. Et c'est Mitterrand qui est passé aux élections. Mais qui a décidé que Mitterrand passerait aux élections? Qui a décidé que Chirac passerait aux élections? Qui a décidé que Sarkozy passerait aux élections? Qui a décidé que Hollande passerait aux élections? Qui a décidé que Macron passerait aux élections? Eh bien, regardez ce qui suit. On se retrouve après pour plus de commentaires. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel. C'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. J'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République et que c'était une femme. Qui travaille dans quel domaine? Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Cofondatrice avec Jacques Attali de l'Institut de l'économie positive et de la Fondation Positive Planète. Bonjour Audrey Tcherkov. Bonjour Patrick Simonin. Vous publiez Manuel pour une sortie positive de la crise. Ça tombe bien, le président Macron s'est voulu optimiste, il a donné une ligne. Vous vous dites, il faut transformer l'utopie du monde d'après en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez, Jacques Attali est typiquement la représentation de ces gens qui tirent les ficelles dans l'ombre depuis, maintenant depuis plus de 40 ans, puisque Mitterrand a été élu en 1981. On est en 2021, donc ça fait exactement 40 ans. Donc Attali était déjà actif dans les années 80, fin des années 70, et il savait très bien qui devait être le prochain président. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans l'extrait, c'est lui qui a mis en selle un illustre inconnu, un jeune blanc-bec qui s'appelle Emmanuel Macron et qui a été mis en selle. Et Attali a même l'indécence de nous rire au nez en disant « Et je connais déjà le nom de la prochaine présidente de la France ». Et vous allez voir, petit à petit, on va nous fourguer de plus en plus dans les médias qui sont de toute façon possédés par les compagnies multimilliardaires qui financent les campagnes électorales des candidats d'élection en élection. Il a cette indécence de nous rire à la gueule en disant « Je sais déjà qui sera la prochaine présidente ». Et si Attali le dit, probablement que ce sera vrai. Parce que Macron n'avait aucun programme crédible. C'était un illustre inconnu. Et je me souviens très bien avoir fait une mini-dépression, le jour où j'ai appris que Macron passait pour le second tour des élections. Parce que bon, là, je savais qu'on allait utiliser la peur de l'extrême droite pour ramener tous les votes vers Macron, qui s'était présenté comme le candidat qui n'était ni de droite ni de gauche, et qui n'était même pas du centre, on ne savait même pas où il était. Et je dirais que là aussi, il faut quand même se rendre compte que même les opposants, comme Marine Le Pen par exemple, font partie du système aussi. Ils sont eux aussi contrôlés par le système, et ils ont un rôle à jouer.
Et ce rôle à jouer, c'est le rôle de la personne qui va effrayer l'électorat pour favoriser l'autre candidat. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux-là sont de mèche. Marine Le Pen et Macron étaient de mèche. Mais à partir du moment où Macron a été élu, est passé au premier tour, et puis bon, c'était une formalité pour passer au second tour, moi j'en ai fait une dépression parce que je savais que Macron avait travaillé dans la banque Rothschild. Et je savais que Macron avait eu sa campagne électorale financée par les grosses compagnies pharmaceutiques. Donc, je savais au mois d'avril 2017 qu'on pouvait s'attendre à plusieurs choses, et ces choses se sont réalisées. D'une part, un certain nombre de lois ont été votées sous le régime de Macron pour favoriser encore les ultra-riches, pour les défiscaliser davantage, au détriment des pauvres et des encore plus pauvres, ce qui a déclenché, entre autres, le mouvement des Gilets jaunes, qui se sont dit « mais merde, on est déjà en train de crever, on ne parvient pas à nouer les deux bouts, et les cadeaux fiscaux, c'est encore aux riches qu'on le fait. Mais c'est normal, les amis. Là, il serait temps que vous vous réveilliez sur le fait que vous n'êtes plus en démocratie, mais plus du tout. Et par ailleurs, la campagne de Macron avait été fortement financée par les différentes grosses compagnies pharmaceutiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi l'élection de Macron, l'arrivée de Macron au pouvoir? On est passé de 3 vaccins obligatoires pour les enfants à 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Si ça ne s'appelle pas un retour d'ascenseur, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est ce que je craignais le plus. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que dans le même quinquennat macronien, on aurait une pseudo-pandémie qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, j'en ai la conviction. Je vous ai toujours parlé depuis le mois de février 2020 de pseudo-pandémie, mais aujourd'hui, j'ai la conviction profonde, chiffre à l'appui, qu'il n'y a jamais eu de pandémie. Vous entendez? Il n'y a jamais eu de pandémie. On est en train d'effrayer la population entière avec un virus, avec un mécanisme de transmission virale qui ne tient même pas la route par rapport à la réalité de la virologie et à la réalité de l'immunologie. Je ne crois toujours pas au fait qu'une contagion puisse exister entre individus. Et là, maintenant, on nous emmerde avec les variants qui sont une invention. J'ai eu une conversation il y a quelques jours avec une microbiologiste qui a 2 PhD à son actif et qui me disait « mais les variants, c'est de la connerie. Ça n'existe pas, des variants. » Mais on est en train de nous effrayer en disant que les variants s'en viennent et que donc c'est pour ça qu'il va falloir se faire revacciner tous les 6 mois. Donc, vous comprenez probablement mieux pourquoi Macron est en train de favoriser un discours qui est totalement favorable aux compagnies pharmaceutiques, parce qu'il a été mis en place par les compagnies pharmaceutiques. Donc, il ne peut pas faire autrement. C'est d'ailleurs Danielle Mitterrand qui, après la mort de son mari, répondait à une entrevue et Danielle Mitterrand disait ce que je retiens. On demandait à Danielle Mitterrand, mais comment est-ce que vous expliquez que finalement votre mari, au moment où il est arrivé à la présidence, n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites à la population et qui avaient fait que la population avait voté massivement pour lui. Et Danielle Mitterrand a répondu « mais parce que nous nous sommes rendus compte, mon mari et moi, que ce n'est pas nous, ce n'est pas lui qui avait le pouvoir. » C'est intéressant de voir la femme d'un président
d'un des pays les plus puissants du monde, c'est quand même, la France est quand même un des pays qui compte dans l'échiquier mondial, qui dit, mais vous savez, même si mon mari au départ était sincère lorsqu'il a fait ses promesses électorales, il n'a pas eu les moyens de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place parce que ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Et il y a eu aussi une interview de Carla Bruni après le mandat de son mari, donc Nicolas Sarkozy, où un journaliste demandait à Carla Bruni « Mais qu'est-ce que vous retenez du quinquennat de votre mari ?» Et elle a répondu « L'exercice de l'impuissance » ou « l'expérience de l'impuissance ». Je ne sais plus si c'est l'exercice ou l'expérience de l'impuissance. Alors, elle ne parlait pas de l'impuissance sexuelle de son mari, hein, ça ne nous regarde pas. Elle parlait de l'impuissance de son mari en tant que président de la République d'infléchir le courant des choses dans un sens qui n'irait pas dans le sens de ce que l'élite mondiale, cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, avec l'aide des grosses compagnies multinationales, avait décidé d'imposer à la nation française. Et Macron, dans ce sens-là, n'est qu'une marionnette qui, lui aussi, est sous les ordres de puissances invisibles qui sont en train de mettre en place un gouvernement mondial avec la destruction des nations, avec la destruction de la souveraineté des nations, pour mettre en place un pouvoir centralisé au niveau mondial qui va surveiller l'ensemble de la population, ou en tout cas ce qu'il restera de la population après le génocide, une fois que le génocide sera terminé grâce à ces injections de matériel génétiquement modifié. Eh bien, une fois que le génocide aura décimé 80% de la population, eh bien là, ce qui restera de la population sera sous le contrôle permanent de ce gouvernement mondial avec des technologies de contrôle via la 5G et relayées évidemment par les nanopuces que on nous injectera de gré ou de force dans notre corps. C'est ça le plan. Donc, j'espère que vous comprenez mieux que les dirigeants de tous les pays, parce que bon, là je vous ai parlé de la France parce que j'avais cet exemple très explicite de l'influence d'Attali qui fait ou qui défait les présidents d'une élection à l'autre, mais c'est vrai dans les autres pays aussi, que ce soit la Belgique, que ce soit la Suisse, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Chili, que ce soit n'importe quel pays d'Afrique, n'importe quel pays d'Asie. Les élections sont gagnées par ceux qui ont le plus d'argent et cet argent vient des banques privées et des compagnies multinationales. Point à la ligne. Si vous comprenez ça et si vous expliquez ça à ceux qui sont encore endormis, peut-être que ça c'est un argument qui va commencer à les faire réfléchir. En disant, mais d'après toi, les dirigeants de notre pays sont au service de qui ? Qui servent-ils ? À qui renvoie-t-il l'ascenseur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous livrer. Alors, j'ai plein d'autres choses, mais bon, ça risque d'être beaucoup trop long. Alors, je voulais terminer sur, en restant sur la malveillance des dirigeants, des gens qui sont au pouvoir et qui sont à différents niveaux de pouvoir, parce que là, je vous ai parlé des présidents ou des chefs d'État, mais on peut maintenant regarder que, évidemment, dans la structure hiérarchique d'un pays, les gouverneurs de province ou les préfets de département pour la France ou les chefs de canton au niveau de la Suisse, etc., les premiers ministres des provinces canadiennes, eh bien, ces gens-là
sont également dans cette même logique et eux-mêmes vont avoir sous leur responsabilité d'autres collaborateurs qui vont avoir également du pouvoir jusqu'au niveau des municipalités. Et il est bien évident que dans cette logique pyramidale, les gens qui sont dans les niveaux inférieurs ont tout intérêt à être des bons serviteurs du chef d'État en espérant avoir la possibilité de jouir de promotions qui les feront remonter dans la hiérarchie et peut-être un jour espérer briguer le poste de président ou le poste de chef d'État ou de Premier ministre. Et donc ces gens-là sont eux aussi au service de ceux qui sont au-dessus d'eux, plutôt que d'être au service de ceux qui sont en dessous d'eux sur le plan hiérarchique, c'est-à-dire la population. Et j'en veux pour exemple une conversation très émouvante que j'ai eue avec Francis Lalanne ce dimanche 25 avril 2021. Francis était en voiture avec Chloé Framery et il me disait avec beaucoup d'émotion que il avait été toute la semaine à Avignon. Et donc, bon, je vous passe les détails, mais il était dans une association qui anime un théâtre, d'après ce que j'ai compris en tout cas, en Avignon. Et ils avaient décidé au niveau de l'association de se réunir pendant toute une semaine pour réfléchir à la manière de sauver ce qui reste à sauver de la culture et de voir comment pouvoir toucher la population et pouvoir continuer leur mission de vie, d'être ces artistes qui nous font tellement de bien, qui nous font réfléchir, qui nous touchent au niveau du cœur plutôt que de nous toucher au niveau de l'intellect. Ce sont les paroles de Francis que j'ai eues au téléphone donc ce matin. Et Francis me disait qu'en tant qu'association, ils avaient le droit, ils étaient protégés normalement par le droit de réunir leurs membres et que donc personne ne pouvait s'opposer à ces réunions qu'ils avaient puisque c'était une réunion d'association. Bon, je ne connais pas les détails de la législation française, mais en tout cas, c'est ce que Francis me disait. Et le préfet du département dont dépend Avignon, alors je ne sais plus quel est le département français, mais ça vous le trouverez facilement, a fait envoyer 5 cars de police tous les jours devant l'entrée de ce théâtre, de telle sorte à dissuader et à intimider les membres de l'association qui voulaient participer à ces réunions de brainstorming, si vous voulez, ces réunions qui consistaient à dire, bon ben voilà, quel est l'avenir de ce théâtre, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va rejoindre notre public naturel, comment est-ce qu'on va continuer notre mission, etc. 5 cars de police chaque matin devant le théâtre pour empêcher les gens, pour les dissuader, pour les intimider, pour les empêcher tout simplement de se réunir et de réfléchir à comment faire une différence positive auprès des personnes qui apprécient la culture, qui apprécient tout le bien-être et tous les bienfaits que des artistes aussi sensibles et aussi engagés que Francis Lalanne pouvait apporter à ce public. Ça a été à un tel point que ça a été quand même assez violent. Une femme a fait une crise de nerfs, elle a dû être entraînée à l'hôpital. Et Francis était vraiment à bout de force. Il me confiait qu'il était vraiment extrêmement fatigué, extrêmement fragilisé par ces attaques permanentes dont il est l'objet. Et ce n'est pas le seul à être la cible d'attaques extrêmement méchantes de la part des autorités, de la part des médias,
de la part des forces de l'ordre. Et il me disait aussi que avait surgi de cette expérience de la semaine une chanson qui est un véritable cri du cœur. C'est comme ça qu'il me l'a présentée. Et il m'a demandé de diffuser cette chanson auprès de toute ma communauté, ce que j'ai accepté avec énormément de gratitude, énormément d'émotion. J'avais eu l'occasion d'écouter sa chanson juste avant d'avoir la communication téléphonique avec lui, donc j'avais été moi-même très touché par cette chanson. Et je terminerai donc cette conversation du lundi en vous livrant cette chanson de Francis qui a été tournée dans le théâtre dont la police essayait de barrer l'accès. Théâtre totalement vide. Et je pense que la manière dont ce clip musical a été tourné nous montre à quel point nous sommes entrés dans un monde d'absurdité, mais à quel point aussi cette absurdité et cette violence faite à l'humanité peut réveiller le meilleur d'entre nous, ce que nous avons de plus essentiel à l'intérieur de nous, ce cri du cœur. Alors, merci de partager avec votre entourage cette vidéo, cette conversation du lundi. Je vous mets aussi séparément la vidéo que vous pouvez télécharger, donc la vidéo de ce clip de Francis Lalanne. Je vous mets aussi tous les liens que vous pouvez retrouver pour pouvoir partager directement si vous m'écoutez sur ma chaîne privée. Voilà, et je vous souhaite de garder le cap, de tenir bon et surtout, de ne pas envisager cette injection de matériel génétiquement modifié. Là, je vous en reparlerai très rapidement parce que actuellement, c'est une hécatombe qui est en train de se préparer à la suite de ces injections qu'on vous présente comme le vaccin Covid-19 et qui est en réalité tout sauf un vaccin. C'est quelque chose qui est en train de créer des réactions auto-immunes absolument catastrophiques qui sont en train de préparer des embolies, des hémorragies majeures qui se manifesteront d'après différents scientifiques dont j'ai les noms ici, que ce soit le docteur Tadeusz Naroki, que ce soit le docteur Vernon Coleman, que ce soit le docteur Sherry Tempeny, que ce soit le professeur Christian Velo, que ce soit le professeur Alexandra Henrion-Caude et beaucoup d'autres, tous, et oui aussi le docteur Michael Yeadon, tous disent exactement la même chose. Si vous acceptez de vous faire injecter par ce qu'on vous présente comme un vaccin Covid-19, votre chance de survie est comprise entre 6 et 30 mois à peu près. Ça, c'est pour les plus optimistes. Les plus pessimistes disent une chance de survie entre 6 et 18 mois. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous reviens très très prochainement avec d'autres informations cruciales. Mais merci de votre fidélité, merci de votre soutien et surtout merci de partager le plus largement possible ce que vous avez entendu aujourd'hui. On se quitte sans nos rires, sans les mots pour voler, sans nos lèvres pour dire ce dont nos yeux ne peuvent plus parler, plus le droit de sourire. Sous ces masques, derrière ces barrières, plus de quoi se décrire autrement qu'avec un cœur de pierre. On se lasse de nos rires, on s'habitue
à tout, à croire en leur délire, à y croire jusqu'à devenir fous, nos mains qui se surprennent, à ne même plus vouloir se toucher, nos langues qui s'apprennent, à se taire, à rester bien cachés. Ils sont beaux nos sourires, pourquoi nous en priver? On se quitte sans leur dire qu'on a besoin de les retrouver. Pourquoi ouvrir un livre si les pages ne sont plus à tourner? Comment vivre sans vivre? Et comment aimer sans se donner? Ils sont beaux nos sourires, dans nos regards, où sont-ils passés? Qui veut les interdire? Nous les prendre, qui veut les effacer? Et là, nos corps s'en fichent de la distance. Et dans ta main, ma main reprend une existence. Reviens à toi, à tout ce qui te rend, à tout. Reviens à toi, reviens à moi, reviens à nous quand nos voix se déchirent, quand on hurle sans même espérer, quand plus rien ne respire en nous que l'envie de respirer. Ils ont faim, nos sourires, on n'en peut plus de les affamer, de ne plus pouvoir dire que l'on ne veut plus les enfermer. Ils sont là, nos sourires, ils sont là où tu es, ils sont là, nos sourires. Mon ami, ne les laisse pas tomber.